Voilà, donc je vais donc vous laisser avec, je le redis, Dalia, Antoine et Clem d'Alternativa Paris qui vont parler du militantisme soutenable jusqu'à à peu près 22h50, 55, voilà, vous pressez pas. Et je reviens après vous dire au revoir et vous dire à demain. Voilà, profitez bien de cette heure en leur compagnie. On a l'impression d'être au soleil. C'est éblouissant. Bonsoir à tous et à toutes. On voulait commencer par un petit mot sur le format un peu qu'on avait choisi ce soir. Donc Antoine, Clem et moi, Dalia, on s'est dit que ce qui pourrait être chouette, c'était de mettre en scène une discussion comme on pourrait l'avoir au quotidien dans notre collectif. On a fait ce choix-là parce que l'idée, c'est que la question du militantisme soutenable, du bien-être militant, donc les questions qu'on travaille au quotidien, elles ne sont pas figées et surtout, on n'a pas de recette magique à transmettre. Donc voilà, on ne voulait pas être dans un truc trop scolaire ou trop déclaratif sur ce qu'on fait. Et donc, on a préparé un petit peu cette discussion, mais en se laissant beaucoup de marge à ce qui pourrait émerger. Voilà, et donc voilà pour le format un petit peu discussion ouverte qu'on a choisi. Et je laisse la parole à Clem. Ouais. Alors en fait, un des principes qui régissent le collectif, c'est qu'on essaie d'incarner la société qu'on aimerait voir advenir, qu'on essaie de faire advenir même. Et du coup, dans ce cadre-là, on essaie... dans ce cadre-là, du coup, on essaie d'éviter de reproduire les pratiques qui sont un peu dans la culture dominante, dont fait partie l'idée que les individus, au même titre que les biens, sont là pour être consommés. Même dans les cadres militants, on peut voir des pratiques où en fait les individus on utilise un peu le terme se crament, c'est-à-dire des personnes qui arrivent dans le collectif, dans un collectif, qui donnent un peu tout ce qu'ils ont, qui sont dans une espèce de dépassement d'eux, qui sont d'ailleurs assez valorisés, assez glorifiés dans certains milieux militants. Et pour éviter du coup de reproduire ces mécanismes-là, nous, on a mis en place au sein d'Alternativa Paris un pôle BEM, ce qu'on appelle BEM, donc bien-être militant. Et donc c'est globalement de ce pôle-là et de ce fonctionnement-là dont on va vous parler ce soir. Et du coup, Dalia et Antoine font partie des personnes qui ont vraiment mis en place le pôle BEM et qui veillent justement à instiller plus de BEM, de bien-être militant au sein de notre culture au quotidien, que ce soit dans les actions des obéissances civiles qu'on fait, dans les événements qu'on organise et même juste dans notre vie de collectif, parce qu'évidemment un collectif c'est un espace de vie, c'est un espace où c'est un espace de sociabilisation où on interagit, on se réunit et du coup Dalia et Antoine, est-ce que vous pouvez un peu du coup me raconter comment vous avez fait pour mettre en place le pôle BEM et pour le rendre opérationnel au quotidien? C'est le moment parent castor. Est-ce que je commence? Ouais. En tout cas, le BEM, il existe à Alternativa Paris depuis 2019, la fin de l'année 2019, officiellement. C'est un groupe de travail qui a été mis en place dans un contexte où on faisait le constat que des militants, militantes se cramaient, ce qui est souvent l'expression consacrée dans les collectifs militants, on se crame, qu'on perdait aussi beaucoup de gens, c'est-à-dire des gens qui étaient formidables et puis qui avaient été formés à travers le collectif, qui avaient acquis plein de compétences et avec qui on partageait aussi des moments de vie collective et des gens qui partaient avec un côté turnover très important. Il y avait aussi la question de on a parlé de paupérisation des militants, militantes, c'est-à-dire le fait que les gens, à travers leur engagement militant, se retrouvaient dans des situations financières difficiles, soit ne prenaient pas de travail parce que hyper engagés, mais aussi dépenser beaucoup d'argent, parce que pour venir au collectif, il faut pouvoir se payer les transports, mais aussi pouvoir manger quand on passe des journées entières, par exemple, à
organiser des actions ou être bénévole sur des marches. Donc on est un peu parti de ces constats-là. Et puis 4 ans plus tard, on est un pôle maintenant. Et peut-être je laisse Antoine dire plus sur ce que c'est aujourd'hui. Sur la forme que ça peut prendre à l'heure actuelle. Donc effectivement, maintenant, ça fait vraiment partie d'un des 4 pôles principaux d'Alternatives à Paris, au même titre que la gestion des bénévoles, la gestion des forces, la logistique ou la communication, dans le sens où on pense que c'est vraiment structurel et important de consacrer de l'énergie et du temps à ce pôle-là de bien-être militant, avec l'objectif un peu global de mettre en place un militantisme soutenable et de proposer, je pense, des outils qu'on peut facilement mettre en place au sein de notre collectif et qu'on peut non pas le mettre uniquement qu'au sein du pôle bien-être militant, mais vraiment dans l'ensemble du collectif. Le but, c'est que peut-être ce pôle-là va réfléchir à ce qu'on peut mettre en place, quels outils on peut mettre en place, et ensuite de comment on peut les infuser au sein du collectif et même plus largement au sein du mouvement climat ou même en dehors du mouvement climat. Et à l'heure actuelle, pour vous donner un peu des exemples concrets de ce qu'on a pu mettre en place, il y avait toute une partie de ce qu'on appelle, nous, le BEM d'action, le bien-être militant pendant les actions. Quand on parle d'action, c'est à la fois les mobilisations, les marches climat ou les actions de désobéissance civile, comme on fait parfois. De réfléchir à comment on peut garantir le bien-être militant des militants et des militantes qui sont sur place, à savoir, par exemple, proposer des espaces à proximité où à n'importe quel moment on peut sortir et aller dans cet espace pour avoir du soutien psychologique, physique, ou juste ne pas se retrouver toute seule ou tout seul au milieu de la rue après une action. Proposer des débriefs plus axés sur la partie émotionnelle après des actions qui peuvent être vécues de façon assez dure et intime pour certaines personnes. Et ensuite, il y a aussi toute une partie où on réfléchit à des outils qu'on peut instaurer de façon structurelle dans notre mouvement, comme actuellement on passe pas mal de temps à travailler sur le cadre d'Alternatives à Paris, je pense qu'on va en discuter ensuite, et qui est vraiment un outil assez précieux pour permettre de vivre ensemble, de faire collectif ensemble et qu'on soit tous OK sur comment faire collectif ensemble. Donc il a été écrit maintenant il y a un peu plus d'1 an et à l'heure actuelle on essaie de voir comment on peut le modifier, quelle partie manque potentiellement à ce cadre et comment le rendre plus opérationnel à l'heure actuelle. Peut-être déjà par rapport à ça. C'est que ça n'a pas été facile en vrai de créer et de rendre le BEM vraiment, enfin de l'infuser dans les pôles et dans la vie quotidienne. Parce que c'est vrai qu'encore une fois, cette culture, moi je suis arrivée en 2020, c'est vrai que cette culture du dépassement de soi, et c'est pas quelque chose uniquement, c'est pas une question uniquement de pression sociale, c'est pas les gens qu'on pousse forcément, nous, en tant que... À se dépasser, mais c'est aussi quelque chose qui vient des gens, enfin pour la cause, entre guillemets, il y a beaucoup de gens qui sont prêts un peu à se sacrifier, et ça me fait penser d'ailleurs à Chikirou, il y a eu pas mal de révélations qui sont sorties récemment sur le fait qu'elle payait au SMIC ou qu'elle payait des stagiaires une misère pour la cause, et c'est des gens qui consentent eux-mêmes dans une culture un peu sacrificielle. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu des résistances quand même à l'instauration du BEM et le fait de ne pas enchaîner plusieurs actions ou le fait de savoir renoncer tout simplement. Et ça, pour vous, ça n'a pas été facile quand même. Il y a eu des grands moments de solitude. Moi, je suis au BEM depuis 4 ans. Et du coup, donc, dans la structuration d'Alternatives à Paris, on est toujours au moins en binôme théoriquement, pour coordonner des groupes de travail ou des pôles. Et il y a eu des moments où il n'y avait vraiment pas grand monde au BEM. Et où effectivement, il y a eu ce côté, il fallait faire une sorte de... Mais en fait, c'était presque du lobbying interne, quoi. Avec, il fallait qu'on arrive à se dire que c'était pas... une histoire de bien-être en mode piou-piou les oiseaux et qu'il ne s'agit pas juste de prendre soin de soi et quand bien même à l'intérieur du collectif on a des activités qui sont de l'ordre de prendre soin de soi ou du côté de la socialisation, en fait la question du bien-être militant et donc de prendre soin, parce qu'en fait c'est ça qu'il y a au fond comme idée, prendre soin de soi et les uns les unes des autres. C'est quelque chose qui est finalement au service du collectif et de l'efficacité, quoi. Et il y a un peu ce truc schématique de on sépare la question, enfin on sépare les gens qui sont efficaces des gens qui prennent soin. Ça c'est hyper structurel dans la société telle qu'on la connaît. Et du coup cramer les gens, c'est un truc qu'on se permet
quand on considère qu'il y aura toujours d'autres gens pour arriver derrière. Et c'est une culture militante, ça, de se dire, si t'en veux, t'es là. Et puis, si t'es trop cramé, sorry, mais à la prochaine, je sais pas, ou quelque chose comme ça. Et puis, de toute façon, il y aura toujours des personnes pour vouloir s'investir, quoi. Donc, ouais, il fallait vraiment déconstruire cette idée-là. Tu parlais de l'image du sacrifice, mais il y a aussi la figure du guerrier et de la guerrière, enfin plus du guerrier d'ailleurs, si on peut être un peu honnête, n'est-ce pas? Et ça, c'est vraiment des trucs qui nourrissent l'imaginaire des collectifs militants, militantes, j'allais dire en particulier de gauche, mais peut-être pas. Peut-être pas. C'est vrai qu'il y a tout un enjeu à repolitiser un peu la question du bien-être et à arrêter d'en faire une responsabilité individuelle, vraiment, parce que c'est vrai que dans le cadre du néolibéralisme, les individus sont responsables à la fois de leur trajectoire, à la fois de leur carrière, mais aussi de leur bien-être. Et du coup, c'est vrai que la question du bien-être, c'est souvent, même dans le cadre de l'entreprise, utilisé un peu comme une manière de rendre les personnes d'autant plus efficaces. Et en plus, c'est vrai que ce que tu disais, en fait, les personnes qui s'occupent du soin, même du care, on peut parler de ça, souvent, c'est des personnes qui sont précaires, c'est des personnes qui sont un peu à part de la société. Et du coup, là, le fait vraiment d'intégrer le soin à titre... dans le collectif, sans vraiment, d'une part, effectivement, glorifier ce truc d'aller sur le terrain, entre guillemets, et uniquement ça, et d'avoir des personnes un peu en base arrière, quelque part, qui prennent soin des gens, c'est politique, c'est une volonté politique de notre part aussi. Ouais, puis il y a eu plusieurs étapes, et l'étape où déjà on a réussi à démocratiser l'idée que le bien-être militant, c'est pas une contrainte supplémentaire, parce qu'il y a des gens qui ont peur que en mettant des points de vigilance, en faisant attention à certains trucs, du coup, à la fois on perd en efficacité, mais aussi qu'on perd en détermination, que genre... si on fait en sorte que les activistes ne vivent pas mal leur journée d'engagement, par exemple, peut-être que ils et elles seront moins déter pour aller faire des trucs risqués, etc. Et bon, en vrai, aujourd'hui, on voit que c'est pas le cas. Mais donc, il y avait cette étape-là. Dire le bien-être militant, c'est au service du collectif. Mais donc, finalement, on en revient à un truc un peu productiviste, au service de l'efficacité et tout. Ça, c'était la première étape, je pense. Et là, sur les dernières années, et peut-être, et c'est notamment depuis aussi qu'on est en binôme avec Antoine, on a beaucoup plus bossé sur ce qu'on appelle maintenant plus le militantisme soutenable, avec des outils vraiment structurels et structurants pour le collectif. Et donc, on est passé, pour moi, il y a un cran supérieur qui est, c'est pas juste, on va prendre soin des gens parce que c'est plus efficace, et on les garde, et du coup, c'est bien, ce qui est bien. Par ailleurs, mais on va aussi considérer qu'en fait, on ne peut pas, pour le dire comme ça, on ne peut pas changer le système. C'est un des slogans du mouvement climat de manière générale, quoi. On ne peut pas changer le système si nous-mêmes, on ne se pose pas la question de comment on fait système, en fait. Et du coup, on en est là, à cette question du militantisme soutenable, quoi. Et il y a un peu aussi, je pense, tout l'aspect de ça ouvre des perspectives pour certaines personnes de s'engager qu'elles n'avaient pas avant, notamment avec l'esprit de quand on est un militant, on va dans une action et on est le meilleur, la meilleure et on se crame. Maintenant, les rôles bien-être militant sur les actions, c'est souvent des rôles avec peu ou pas de risque juridique, un peu comme des bases arrières ou Legal Team, donc ce qui permet aussi à des personnes qui ne se seraient pas engagées de s'engager. Et on voit aussi qu'au Pôle BAM, il y a des nouvellos, des personnes nouvellement militantes qui s'intéressent à cette question-là et qui rejoignent explicitement le pôle bien-être militant d'Alternative à Paris. Parce qu'au début, on n'était pas convaincus que ça puisse arriver, les gens se politisent et deviennent militants à travers le pôle bien-être militant. Ce n'était pas une évidence. Et en fait, c'est super chouette aussi de pouvoir donner cette opportunité-là à des gens et de réfléchir à structurellement comment on peut faire avancer les choses par rapport à ça. Ouais, carrément. Ouais, puis tu disais, il y a le côté la base arrière. Les gens, les actions du BEM, elles sont pas que en base arrière. Je crois qu'on t'appelle. Mais de fait, c'est aussi des missions, quoi. Des trucs qu'on peut faire qui sont super importantes. Moi, il y a un peu ce truc de, en fait, avoir de la disponibilité pour
entre guillemets, récupérer les camarades qui ont été en confrontation, par exemple, avec les forces de police, en vrai, c'est pas rien. Enfin, il faut avoir un peu de disponibilité à l'intérieur de soi, psychique, mentale, émotionnelle, etc. Et de fait, c'est important d'avoir ces personnes-là. Après, on peut se le permettre parce qu'on n'est pas un tout petit collectif et probablement, il y a 4, 5, 6 et plus années, en fait, juste le collectif tel qu'il était sur Paris ne pouvait pas se le permettre. Donc, c'est pas forcément... je pense que c'est pas une critique de ce qui a existé avant, mais c'est en fait, si on veut continuer à grossir et si on veut le faire bien et si on veut que les gens restent, faut se poser un peu les bonnes questions, quoi. Et en fait, si on continue d'utiliser les mêmes recettes qui sont les recettes qui nous ont nourris, éduqués, fait grandir, etc. En tout cas, fameuse question que je pose régulièrement, genre qu'est-ce qu'on a envie de vivre et moi, je n'ai pas envie de vivre à titre personnel, mais je crois que c'est le cas pour beaucoup de gens. J'ai pas envie de vivre la même chose que ce que je vis ailleurs dans des contextes de travail ou autres, où tous les trucs, tous les mécanismes de domination se donnent à cœur joie, quoi. C'est vrai que ça me fait penser à, par exemple, pour donner un exemple très concret, l'action, là en mai, le 26 mai, on a organisé le blocage de l'Assemblée Générale de Total. C'était une action où on était attendu, il y avait un dispositif policier qui était considérable, vraiment, il y a des activistes qui se sont fait gazer, il y a des activistes qui se sont fait même maltraiter vraiment physiquement par à la fois des actionnaires, des vigiles et de la police, quoi. Et du coup, pour beaucoup de personnes, même des personnes soit qui avaient même l'habitude de faire des actions ou même d'autres qui n'avaient pas cette habitude-là, ils sont sortis assez traumatisés. C'était vraiment très violent pour eux, même de voir des amis se faire pleurer, se faire frapper et tout ça. Et après cette action-là, le BEM avait prévu du coup des personnes qui étaient un peu je trouve plus le mot, mais des personnes qui étaient là pour recevoir un peu les vécus des personnes, pour discuter avec les activistes et pour un peu leur permettre justement d'avoir une espèce de sas de décompression. Et c'est vrai que moi, après, j'ai parlé avec pas mal de personnes qui m'ont dit, mais le fait que ça ait pu exister, le fait qu'après cette action qui a été vraiment très violente, j'ai pu vivre justement cet espace, j'ai pu avoir accès à cet espace de soi, en fait. C'était vraiment, ça a vraiment aidé beaucoup de personnes à prendre du recul et à vivre les choses de manière moins traumatisante. Donc au même titre que discuter, après en parler, avoir des espaces pour parler, pour partager l'expérience, le fait d'avoir des personnes même extérieures qui peuvent apporter un réconfort à des personnes qui ont vécu ce genre de choses, c'est hyper précieux. C'est vraiment cool, justement, pour justement dans l'idée de pas de pas cramer une personne après une action qui a été particulièrement violente, parce qu'en plus de ça, ces derniers temps, ces dernières années, la répression elle a augmenté d'une manière assez considérable. On sait que globalement, la plupart des actions qu'on va faire, c'est aussi le choix de la désobéissance civile. Forcément, la conséquence là, dans ce cadre-là, c'est la répression qui s'intensifie de mois en mois, d'action en action. Et du coup, en prévision un peu de cette augmentation de la répression, ça devient assez nécessaire si on veut préserver les personnes d'avoir justement des espaces de soins et même pas uniquement ponctuels mais assez continus pour qu'ils puissent partager leur vécu et avoir des personnes qui sont justement dédiées un peu à le recevoir. Ouais, en plus, il y a cette idée que si on met trop de conscience sur le fait que potentiellement on est exposé à du désarroi, de la peur, de l'inquiétude, potentiellement les activistes vont se démobiliser. Je pense qu'il y a un peu un truc de ce côté-là, quoi, que faudrait pas trop dire que en fait c'est chaud des fois ce qu'on se fait vivre individuellement, collectivement, mutuellement, etc. Et en fait, moi je suis convaincue que c'est si on donne les moyens aux gens de comprendre mieux ce à quoi ils et elles s'exposent, plus en fait il va y avoir un truc de choix, quoi. Moi j'adore la notion de souveraineté personnelle, quoi, et individuelle, parce que elle apporte cette idée que quand on choisit, on est beaucoup plus tranquille avec ce qu'on vit, quoi, et donc plus on donne d'infos. Voilà, il y a des questions de est-ce que dans les briefs on dit potentiellement qu'on s'attend à une très très grosse répression de la part de la police ou même de la part de l'État à travers les poursuites judiciaires, etc. Est-ce qu'on prévient à quel point on prévient? Parce qu'on ne dit pas, on est au clair sur le fait qu'on fait de la désobéissance civile, il n'y a pas de surprise.
Mais genre à quel point on se prépare. Et effectivement, dans les dernières années, il y a des formations, il y a toujours eu des formations sur le fait de participer à des actions non violentes. Mais aujourd'hui, on a aussi une formation sur la garde à vue qui amène tous ces enjeux-là. Et on sait qu'il faut qu'on l'améliore encore. Alors, du coup, toi, tu es plus au fait. Oui, effectivement, il y a une formation à garde à vue qui dure, je crois, 3 ou 4 heures avec une simulation de garde à vue pour voir ce que ça fait de se retrouver tout seul, toute seule pendant, au moins, je crois que c'est 1 heure là pendant la formation, mais rien que déjà 1 heure dans une salle sans rien faire, ça peut être long. Alors bon, quand c'est des gardes à vue de 24 ou 48 heures, mais c'est aussi intéressant de justement pouvoir le vivre, en discuter avec des personnes qui ont potentiellement déjà vécu ça, et il y a toute l'importance de se raconter les choses, de comment ça peut être vécu, et notamment ce qui est abordé dans la formation, c'est ça, c'est qu'est-ce que concrètement, quelles sont les différentes étapes pratiques d'une garde à vue, quels sont vos droits, parce que des fois on ne connaît pas, et notamment quand c'est une première garde à vue, on peut être stressé pour 1000 raisons, donc connaître ses droits, c'est aussi important pour se rassurer soi. Et il y a il y a aussi une formation d'écoute qui est proposée maintenant depuis pas très longtemps, et qui pour le coup attire pas mal de monde, donc on voit aussi que c'est une question qui intéresse les gens et les bénévoles de se former à tous ces rôles potentiellement liés au bien-être militant. Et quand tout à l'heure tu faisais référence à l'action où là, on avait bloqué Total Energy, et justement il y avait eu après, on avait appelé des bénévoles pour qu'ils soient justement bénévoles écoute. Et en fait, assez spontanément, il y avait des gens qui se sont proposés, avec certaines personnes avaient des compétences particulières et d'autres avaient juste l'envie et l'intention de contribuer de cette façon-là. Et c'était genre assez chouette de voir l'émulation que ça a créé, cette petite dizaine de bénévoles là qui s'est montée assez spontanément pour prendre soin collectivement de l'ensemble des autres bénévoles, quoi. Et d'ailleurs, j'ai envie d'envoyer des petits cœurs et des paillettes à cette équipe de BEM sur l'AG de Total là, qui était incroyable. Enfin, moi, c'était pour le coup, il y a eu ce truc de, ça m'a vachement émue. Après 4 ans d'engagement sur ces sujets-là, de voir tout ce qu'on avait mis en place, et le fait que ça reposait pas que sur les coordos, on va dire historiques, quoi, et que en fait ça diffusait, et que ça intéressait, et que ça avait du sens, quoi, surtout. Et il y a même des activistes qui étaient dans l'action. On a des médics qui ont fait l'action et qui étaient encore là le soir pour refaire des pansements et des je sais pas quoi. Enfin, c'était... Enfin, vraiment, bref, cœur sur vous. vous savez, Vous reconnaissez. C'est vrai que, là, on parle vraiment de BEM un peu ponctuel sur des actions après des actions. Mais c'est vrai que même au quotidien, vous parliez du cadre tout à l'heure, mais même dans tout ce qui est, même notre manière un peu de régler un peu les conflits qu'il peut y avoir. Parce qu'évidemment, quand on a un collectif de plusieurs centaines de personnes, évidemment que il va y avoir des conflits, il va y avoir des tensions, il va y avoir des problèmes, surtout quand on est sur qu'on subit une pression telle, avec des enjeux comme le règlement climatique. Et du coup, c'est vrai que le fait d'avoir en interne ce genre de dispositif comme la régulation des conflits, typiquement, qui obéit à des règles, entre guillemets, qui ne sont pas justement celles de la société dominante, qui essaie un peu d'échapper à ces règles-là, c'est vrai que c'est assez dingue. Mais c'est vrai que c'est un changement de culture. Typiquement, la manière de régler les conflits de la régule, ce qu'on appelle la régule, encore une fois, c'est pas facile à infuser, encore une fois, comme non, mais justement, je me disais, parce qu'on t'a pas présenté mieux, au-delà de dire que tu es Clem, parce que tu n'es pas au BEM, pas officiellement en tout cas. Et du coup, t'es coordo dans l'orga. Mais justement, on est là tous les trois parce que c'est des trucs dont on parle hyper souvent, spontanément. Enfin, ça fait partie de nos sujets, quoi. Donc, si je peux dire vite fait que tu as un background en sociaux, et que aujourd'hui, tu es en charge une des personnes en charge de la com Alternative à Paris, mais tu es aussi une des personnes qui te sent concernée par les notions de régulation des conflits. Et on n'est pas toujours, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, peut-être on n'est pas toujours d'accord, ça c'est certainement, mais on a des visions potentiellement différentes de jusqu'où on veut amener la question de la non-violence dans la régulation des conflits. Ou pour moi, par exemple, c'est un truc qui va bien au-delà du collectif, quoi, qui est plus une posture ou une vision de la vie. Et ça, c'est un sujet dont on parle souvent, où pour toi, c'est pas forcément, ça va pas forcément aussi loin, au-delà des frontières du collectif, quoi.
En théorie, dans l'idéal, évidemment, ça devrait aller au-delà. Mais en fait, c'est vrai que comme on fait collectif et qu'il y a un cadre, justement, en adhérant au collectif, en agissant dans le collectif, on souscrit du coup à ce cadre avec des principes qui sont précis, notamment la justice restaurative. Et en fait, pour moi, le fait d'appliquer ce genre de concept à l'extérieur du collectif, c'est l'appliquer à des personnes qui n'ont pas forcément souscrit à cette vision-là. Et typiquement, c'est un sujet de discussion récurrent qu'on peut avoir sur la question de la justice restaurative. Dans l'application de la justice restaurative, il faut que la personne qui a, je vais utiliser vulgairement le terme d'agresseur, par exemple, soit dans une vision un peu de remise en question et accepte justement dans cette démarche-là de remettre en question et d'évoluer justement dans sa pratique. Le problème d'appliquer ce genre de principe à l'extérieur du collectif et de nous d'être dans cette posture-là, c'est que la personne à l'extérieur, elle ne sera pas forcément dans cette démarche-là. Et moi, le point que je soulève régulièrement dans cette discussion-là, c'est que finalement, le fait de restaurer quelque chose qui n'a pas permis, du coup, sans remise en question de la personne qui a pu commettre quelque chose, ça peut nous faire courir le risque de reproduire un peu des mécanismes de domination, surtout si la personne de base qui est concernée est dominante. Et c'est vrai que ça, c'est un sujet aussi, en fait, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué. Déjà que nous, au sein du collectif, c'est quelque chose, une culture qu'il faut réussir à faire intérioriser aux personnes. Alors pour moi, dépasser le cadre du collectif et appliquer ça, c'est effectivement courir un risque quand même non négligeable. En même temps, ça nous aide à... je trouve que parfois, dans des postures que nous, on peut avoir par rapport à d'autres collectifs ou dans le cadre d'alliances, en tout cas, les enseignements de la justice restaurative et la posture de... la vision de la non-violence. Donc j'y pense. Ah ouais. Alors, j'ai pas révisé. Très la justice restaurative. Alors en fait, ça peut prendre différentes formes en France. La justice restaurative, c'est pratiqué dans un cadre officiel, dans notamment des processus de réinsertion pour des personnes qui sont incarcérées, qui ont été jugées. Donc, d'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus, il y a ce magnifique film qui s'appelle « Je verrai toujours vos visages », qui est absolument incroyable, hyper inspirant et qui fait très très bien comprendre, parce que ça a valeur de témoignage, qui fait comprendre les enjeux de justice restaurative. Donc ça, c'est le cadre officiel, c'est proposer à des personnes détenues qui effectivement s'engagent dans une forme de questionnement et de volonté de avancer et pas reproduire ce qu'ils et elles ont fait. Et c'est offert aussi à des personnes qui ont été victimes. C'est jamais, dans ce cadre-là en tout cas, c'est jamais les personnes victimes avec les personnes qui les ont agressées, volées, toute forme de délit ou de crime. Mais c'est des gens qui se retrouvent autour du thème du délit ou du crime, quoi. Et sinon, la justice restaurative, c'est un principe de justice qui donne des espaces de considération à la fois pour la personne qui a subi quelque chose, à la fois pour la personne qui a commis un acte ou porté des propos. Et ça interroge aussi, c'est comme un triangle comme ça, schématiquement ça se représente par un triangle, et ça interroge aussi la dimension du collectif. Et qu'est-ce qu'on doit améliorer structurellement pour que ça ne se reproduise pas, en fait. Et pour éviter l'exclusion. Et pour éviter l'exclusion. Et puis après, il y a... Mais là, c'est encore trop long. Et peut-être qu'on n'est pas assez bien... Peut-être qu'il faut encore, nous, qu'on s'éduque là-dessus. Il y a aussi la notion de justice transformatrice ou transformative qui va... Je ne sais pas si c'est plus loin, mais qui a encore un positionnement différent sur le fait d'interroger le collectif et là, du coup, il y a peut-être quelque chose de encore plus anticarcéral dans le positionnement. C'est-à-dire que dans le principe, la justice restaurative ne remet pas en cause l'existence de la police, de la prison, etc. Mais c'est plutôt un complément. Et effectivement, nous, collectivement,
on ne se positionne absolument pas dans la régulation des conflits en disant aux personnes qui ont subi des choses n'allez pas porter plainte. Genre, c'est pas notre place, c'est pas notre rôle, etc. On en est là pour le moment. Les mouvements de justice transformatrice interrogent beaucoup plus la question anticarcérale, remettent en question le fait que faire appel à la police et potentiellement qu'il y ait des condamnations, etc., c'est possiblement la reproduction d'un système en quel on ne croit pas, parce qu'on sait que la police, la justice ne condamne pas de manière juste tout le monde, quoi, et que les gens qui se retrouvent en prison, il y a un profil, quoi. Je me suis perdue. C'est vraiment comme ça quand on discute. Dalia se perd. Oui, du coup, les frontières... Qui sont floues de à quel point on l'applique que dans le collectif ou en dehors. Et je pense qu'il y a aussi une question de temps et d'énergie qu'on y consacre, qu'on peut ou veut y consacrer, parce qu'on sait faire d'autres formes de justice plutôt exclusives. C'est ce que dans tout le reste de la société nous propose, donc on sait assez bien le faire assez efficacement et qui demande peu de temps et d'énergie. Mais dès qu'on rentre dans des considérations de recréer du lien ou continuer de restaurer un lien entre des gens, etc., ça demande tout de suite beaucoup plus de temps. Et est-ce que collectivement on est prêt à le faire en interne? Oui, mais est-ce qu'on est prêt à le faire de façon générale aussi en externe? C'est aussi là où il y a peut-être une limite de notre côté, de à quel point on peut le faire aussi concrètement avec ces personnes-là, quoi. C'est vrai que forcément, comme au sein du collectif, on a toutes et tous des liens entre nous, on se connaît tous personnellement, on est tous pas proches de tout le monde, mais c'est vrai que dans une situation de conflit, c'est toujours compliqué d'intervenir et de résoudre quelque chose avec des personnes dont on est potentiellement relativement proche. Et c'est pour ça que, évidemment, la régulation des conflits en soi se perfectionne au fur et à mesure et apprend. Et c'est comme ça aussi qu'on apprend un peu collectivement et parce que mine de rien, c'est pas facile de changer de mentalité sur la question de l'exclusion, sur la question de la réparation quelque part. Et c'est tout un processus collectif de transformation des mentalités et c'est pour ça aussi que l'aspect théorique est hyper intéressant sur la question du carcéralisme, sur la question de la justice restaurative aussi, est hyper précieux. Et c'est aussi là-dessus que le BEM, quelque part, agit avec des formations, avec de la sensibilisation au sein du collectif. Et c'est du coup des personnes qui aussi sont toujours en formation elles-mêmes, qui apprennent toujours des choses pour pouvoir les transmettre. C'est vraiment prendre soin du collectif, mais sur ce sujet-là pour le faire grandir et c'est très précieux. Oui, parce que, et puis du coup, si on fait le lien avec la question de la non-violence, en fait, l'exclusion, c'est une forme de violence de groupe, quoi. Le fait de ne pas interroger qu'est-ce qui a permis, même si c'est d'une manière négative, à un événement de se produire, c'est aussi se déresponsabiliser de ce qui s'est fait, de ce qui s'est passé, en fait. Et du coup, il y a toute la question de la prévention qui est en fait l'enjeu principal de la régulation des conflits, parce qu'une fois que le conflit... Donc, après, il y a les conflits, et puis il y a les trucs qui sont... J'aime pas faire des échelles, mais qui sont plus graves quand on commence à parler d'agression sexuelle, de harcèlement, de viol, etc. Bon, là, par exemple, on ne met pas... Je ne sais pas qui je rassure, mais on ne met pas les gens l'une en face de l'autre en mode parlez-vous. Enfin, je sais pas, c'est pas ça le truc de la... ça se résume pas à ça, le truc de la justice restaurative. On a aussi un cadre qui dit ça, c'est pas négociable. S'il s'est passé ça, en tout cas, la première étape, c'est tu t'éloignes du collectif le temps qu'on décide aussi comment on prend en charge la situation. Tu disais, on apprend. En vrai, ça a été. Quand tu te retrouves plongé dans la régulation des conflits, purée, ça remue tout, ça remue soi-même. En tout cas, je vais parler pour moi. Moi, ça m'a remué parce que, du coup, j'ai réfléchi à des trucs que je pensais pas forcément réfléchir parce que je ne savais pas qu'ils allaient se présenter dans ma vie. Et puis, il y a effectivement le fait que on connaît les gens. Donc, comment est-ce que tu fais pour te détacher émotionnellement des positions que tu prends, de la réflexion que tu amènes, etc. Et puis, il y a des trucs qu'on a fait à des moments qu'on referait probablement pas aujourd'hui.
ça veut pas dire qu'on regrette, mais qu'on se rend bien compte que c'est encore en construction et que on manque de moyens. Enfin, globalement, les collectifs militants manquent de moyens pour ça. Puis, on n'a pas beaucoup de moyens financiers même pour se former en fait à ces sujets-là. Or, c'est devenu un truc absolument indispensable. Et je pense qu'on peut dire que depuis plusieurs mois, on ne chôme pas. C'est moins qu'on puisse dire. Et après, moi, je sais pas, toi, Antoine et Clem, mais moi, c'est un truc qui m'a fait grandir. Aussi dans, je sais pas, l'amour que je peux avoir pour les gens. Ça m'a fait me poser des questions que je pensais pas, et ça m'a fait grandir beaucoup. Je pense ces notions de régulation des conflits, mais il y a un peu ce truc où on est confronté à les gens. Il y a déjà la première étape qui consiste à dire les choses, ce qui est déjà hyper difficile dans notre société, de dire en fait ça je l'ai mal vécu et j'ai le droit de le dire et j'ai le droit à avoir de la reconnaissance de ça et peut-être que ça aille mieux. Mais en plus, il y a l'étape qui n'est pas forcément évidente, c'est si on te dit que du point de vue du collectif, ça peut être chouette que vous puissiez interagir, exister au sein du collectif ensemble. En gros, il y a le truc de lui, elle, j'aime pas travailler avec, je peux plus lui parler. Ce qui se comprend, hein. Mais c'est pas très... Alors ça, c'est pas très pratique pour un collectif. C'est vrai que la prévention, ça passe aussi, parce que c'est vrai que le fait même de juste de dire à quelqu'un, là, ce que tu as dit, c'est pas OK. C'est vrai que c'est quelque chose qui est pas facile. C'est vrai qu'il y a aussi un gros enjeu à faire en sorte que les individus communiquent entre eux et quelque chose, encore une fois, qui est difficile, en fait. Mais juste apprendre aux gens à dire, à exprimer, en fait, parce que c'est aussi ça la non-violence. La non-violence, c'est pas ne pas dire aux gens ce qu'on... ne pas faire des reproches aux gens si jamais il y a des choses qu'on a mal vécues. Et c'est vrai qu'encore une fois, c'est toute une socialisation qui est remise en question dans cette communication non violente, dans cette vision de la régulation des conflits, dans cette vision même de la justice en général. Et c'est là où, encore une fois, on essaie vraiment, même dans la société, je trouve que quelque part, ça nous permet aussi de définir dans quelle société on voudrait vivre. Le fait de pouvoir vivre à cette échelle-là, dans ce collectif-là au quotidien, de vivre ça, ça nous montre en fait qu'il y a des alternatives qui existent et que il n'y a pas, la société qui est violente globalement dans laquelle on vit, c'est pas une fatalité, et que si nous, à notre petite échelle, on arrive à souscrire aux mêmes règles et à évoluer un peu en donnant un peu à voir la société qu'on aimerait voir advenir. En fait, en vrai, je trouve ça. Je sais que ça fait très gnangnan et très bisounours de dire ça. C'est trop cool. Ouais, mais bon. Ouais. Ça donne envie. Oui, c'est ça. Donne carrément envie. Là, c'était le moment. Rejoignez-nous. Je sais même pas forcément dans cette. Alors que peut-être que les gens qui nous écoutent, ils sont déjà dans la diva. C'est possible aussi. Ou pas loin, ou déjà dans des trucs où on travaille ces questions. Des collectifs. Ouais. Oui, non, mais c'est pas simple. Et en fait, c'est ça, t'as quand même un truc... c'est sécurisant quand même, notre éducation, ce qu'on connaît et tout. Et nous, ce qu'on observe, c'est que... Alors après, il y a le truc de... dans le collectif au quotidien, globalement, je sais pas, ça va. Il y a un côté un peu... effectivement, on a réussi à faire vivre des valeurs de solidarité, d'alliance et tout, assez fortes. Mais je dirais que dans des cadres d'action, où là, du coup, il y a de la pression qui monte, où les gens, en fait, il y a des enjeux importants, quoi, de être au service du collectif, mais du coup, il y a peut-être aussi des trucs d'ego, et c'est normal, quoi. On a envie de réussir, et ça, forcément, ça touche à des trucs perso. C'est là aussi où on a tendance à reproduire... ce système et les mécanismes de domination où effectivement, on va utiliser des trucs qu'on connaît, quoi, par cœur. Il va y avoir des deux côtés, c'est-à-dire à la fois les personnes qui sont habituées à avoir une place dans la société de domination, mais les personnes qui sont habituées aussi à se taire et à accepter et à bourriner parce que il faut qu'on réussisse, machin, et il y a ça aussi, quoi. Et donc en fait, il faut déconstruire des deux côtés. C'est pas que un truc, là ça touche à la notion de l'empouvoirment, quoi. Il n'y a pas que le fait d'interdire, il y a aussi le fait de promouvoir des comportements, des personnes, des façons de fonctionner, quoi.
Et c'est là aussi où le pôle bien-être militant, il peut avoir une importance dans promouvoir tout ça, mais aussi mettre en place des outils pendant les moments où c'est un peu plus tendu, notamment dans les corridors d'action, pour laisser des espaces où les gens peuvent se dire des choses, ce qu'on appelle communément des fois le vide ton sac, qui peut être un des moyens pour chacune de s'exprimer dans un cadre adopté par toutes et tous. Et du coup, c'est aussi le rôle un peu des personnes du bien-être militant pendant les actions, c'est d'être un peu en dehors de ce rush très pratique de l'action, pour justement un peu garantir que l'ensemble de la coordo fonctionne pour arriver ensemble à l'objectif final. Il peut y avoir aussi le tour de sortie pendant les réunions qui va être comment on ressort de la réunion, est-ce qu'on a trop de choses, est-ce qu'il y a des choses qui ont été dites et qui ne sont pas OK pour nous et du coup on préfère en parler maintenant, qui désamorce des potentielles tensions. Parce que sinon on accumule et au bout d'un moment ça craque et là c'est plus dur de pouvoir épauler et accompagner les gens dans la restauration d'un lien, quoi. C'est vrai que sans mettre en place ces outils-là et en les intégrant dans des périodes un peu d'accalmie, que ça nous permet dans des moments de rush. Après, c'est vrai qu'on est souvent dans des moments de rush parce qu'on est une fourmilière quand même. Genre, il y a vraiment. Le collectif fourmille tout le temps. On a toujours des projets, on a toujours des mobilisations, des événements, tout ça. Et du coup, c'est dans les moments, les quelques moments d'accalmie, en intégrant justement tous ces outils-là, que ce soit les tours de sortie, que ce soit les vides ton sac, que ça nous permet au moment où on est sous tension et on est toutes et tous à cran, justement de prendre des réflexes, d'avoir justement, c'est encore une fois ces espaces qui sont pas forcément physiques, mais qui sont aussi un peu psychologiques, pour prendre un peu de recul sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a fait, et voilà, c'est aussi encore une fois une habitude à prendre et un... Ah ouais, c'est en mouvement, parce qu'en l'occurrence, on n'y arrive pas toujours très bien. Mais c'est la réalité, on peut pas. Puis ouais, il faut pas qu'il y ait de. On retrouve un peu ce côté, et moi j'avais un peu envie, parce que le temps est passé hyper vite. C'est pas fini, mais on est sur la descente, quoi. J'avais un peu envie qu'on revienne sur le côté capitaliste. Ce qu'on reproduit de tout ça, et je viens de perdre exactement ce que je voulais dire sur le côté où on reproduit des choses dans les notions de cordeau. Et tu sais, quand on doit parler de la figure du guerrier, de la guerrière, surtout du guerrier, pardon, et ah non, mais j'ai perdu. Ça arrive aussi. Ça fait 2 fois que je me perds. Non, mais en tout cas, l'idée que on va, sous les moments de tension, on va reproduire ce qu'on connaît. Et tu parlais de fourmilière, et je voulais qu'on revienne sur la question du capitalisme, de en quoi faire ça. C'était anticapitaliste aussi, ou anti-néolibéral. Moi, je suis psy, je suis pas de la socio. Mais du coup, j'avais envie qu'on reparle de ça un petit peu, en quoi structurer les choses en partant de la question du militantisme soutenable, et donc en fait de la notion de soutenabilité, qui est ce qu'on revendique en partie aussi de manière plus générale, quoi, au-delà des individus, mais aussi là on repart sur la question du climat, etc. Du coup, en quoi structurellement faire ce qu'on fait, c'est une posture aussi qui remet en question le système capitaliste, quoi. C'est ça, de l'individualisation un peu du bien-être justement, et de la responsabilisation des personnes vis-à-vis de leur propre bien-être. Je pense que c'est peut-être là que tu voulais en venir. Et c'est vrai que du coup, encore une fois, le fait de politiser ça comme ça et d'en faire un problème, une question collective et non plus individuelle, ça veut dire que même les personnes qui individuellement vont arriver à un temps, que ce soit une action, que ce soit une réunion, que ce soit, parce qu'on fait beaucoup de réunions. On sort de réunion d'ailleurs. On sort de réunion, effectivement, juste avant une réunion. Et du coup, ça permet que les personnes, quel que soit, en théorie évidemment, et c'est plus ou moins un succès, mais quel que soit le mood, l'état dans lequel elles arrivent, le fait de politiser ça et de rendre ça collectif, ça permet justement même les personnes qui vont arriver plus stressées ou qui vont avoir tendance à être plus anxieuses, ça va leur permettre justement de ne pas, que la responsabilité de leur propre sérénité, entre guillemets, ne repose pas sur elles, mais soit un peu appropriée par le collectif, qui donne justement pour moi des outils, quelque part, pour que les personnes sortent un peu de cet état-là. Ouais, du coup, pour faire ça, on essaye aussi de réfléchir aux questions de racisme systémique, de sexisme, de décolonialité, etc. Et la réunion où on était juste avant, on s'interrogeait sur comment, et donc ça c'était vraiment un sujet bien-être militant, comment on fait pour améliorer les choses du côté des personnes racisées, mais pas que. On peut aussi penser aux personnes trans qui, en allant en action, potentiellement s'exposent à des risques plus grands
que une personne blanche, une personne de genre masculin, voilà. Et du coup, comment à la fois on s'éduque collectivement comment on prend conscience déjà collectivement que c'est une réalité pour une partie des activistes, et comment après on peut mettre en place des choses concrètes pour que y ait un système de solidarité, mais effectivement qui ne repose pas sur une personne qui va être sympa et qui va par hasard avoir conscience de ces enjeux-là, quoi. Mais que même dans la formation, là par exemple, on s'est dit, en fait, il faut absolument l'intégrer à la formation sur l'action non violente et sur la garde à vue, parce qu'en fait, pour ces personnes-là, les personnes qui courent, qui sont exposées à des oppressions systémiques plus fortes, c'est très concret pour elles, en fait. Et potentiellement, ça peut aussi être des vecteurs d'engagement. Et encore une fois, le fait de prévoir et d'accompagner la dureté, entre guillemets, de ce à quoi on s'expose, moi, j'ai plutôt l'impression, et en tout cas, c'est ça qu'on a vu avec l'AG de Total, c'est que ça a été hyper dur, mais le fait que le collectif soit fort et qu'il y ait effectivement cette notion de soin, ça a redonné aussi du sens à quelque chose qui était hyper violent et qui perdait du sens. Parce que quand tu vis comme ça des trucs tellement inattendus pour certains, chacun a son rapport à l'action non violente, etc., mais ça peut vachement décourager, effectivement. À titre individuel, tu peux te dire, purée, moi, j'étais pas... je sais pas comment continuer ma vie en ayant vécu ça. En étant sereine, je sais pas si j'ai envie de continuer, parce qu'après, moi, il faut que j'aille au travail. Les gens ont des... Et en fait, même des mois plus tard, que des gens disent mais moi, ça m'a fait trop du bien de pouvoir parler à quelqu'un. En fait, c'est ouf, l'effet. Et je voulais parler du jeu Antifa. Parce que... Pardon, je m'éparpille, mais dans le jeu Antifa, tu gagnes la partie si à la fin ton groupe a égal ou plus de points c'est pas de bonne humeur, mais c'est d'engouement ou je sais plus quel est le terme exact. Et je trouve ça ouf parce que c'est pas la réussite des objectifs opérationnels, c'est le fait que le groupe soit motivé à continuer. Je sais pas, moi, je m'attendais pas à ce que ce soit ça pour un jeu, comme ça, où je me suis dit, ça va encore être des trucs de guerriers-guerrières, là. Et en fait, non. C'est genre, est-ce que ton groupe, il a encore envie? Et moi, je trouve que c'est ça qu'on cultive vachement, en fait. Et c'est pas genre, elles et eux, ils sont cramés, next. La consommation des gens. La consommation des gens. On essaye de pas consommer les gens. Après, des fois, on se consomme soi-même. Ça, c'est encore un autre sujet. Parce que soi-même, il faut sortir un peu de ce truc-là, dire c'est pour la cause. Et du coup, je sais pas si ça peut être une bonne transition justement sur notre petite idée pour la fin. On s'était dit, on revient un peu sur la dimension individuelle, avec justement ce côté, qu'est-ce qui nous permet à nous, là, nous trois, peut-être de s'extraire un peu de l'idée qu'on se consomme, et qu'est-ce qui nous permet de vivre un militantisme soutenable là dans l'orga telle qu'elle est aujourd'hui, quoi. Je sais pas qui a envie de commencer. Allez, tu peux te lancer? Ok, je me lance. C'est un regard trop de politesse. Qu'est-ce qui me permet de rester et de pourquoi j'ai rejoint? Je pense qu'il y a vraiment l'aspect de contribuer qui m'a fait me politiser à Alternative à Paris. C'était le besoin et l'envie de contribuer à quelque chose de plus grand. Et il y a aussi tout l'aspect social du militantisme qui est assez présent à Alternative à Paris. Ce n'est pas que des réunions, c'est beaucoup de réunions. Mais il y a aussi beaucoup de temps avant et après les réunions où on peut discuter entre nous. Et donc, de fait, on se retrouve avec des personnes qui partagent grosso modo les mêmes valeurs et le même socle commun. Et ça, c'est assez précieux et ça donne envie de continuer d'échanger. Et il y a aussi toute l'organisation pratico-pratique de nos réunions qui me conviennent très bien. Moi, je suis bénévole à Alternative à Paris, donc j'ai d'autres choses à côté. Et, de savoir qu'on va commencer à l'heure, finir à l'heure, être en binôme sur des tâches. On peut se désengager de tâches si c'est trop, parce qu'on sait que le collectif il est adapté à ça et on peut se répartir la charge mentale. Toutes ces petites choses font que globalement, c'est assez serein de prendre des tâches, refuser certaines tâches, de faire collectif ensemble. Et je pense que c'est ça qui, à l'heure actuelle, me fait contribuer. Et il y a aussi tout l'aspect ça me fait grandir sur plein de sujets, notamment tout ce qui est
l'engagement dans le pôle BEM et régulation des conflits, où de base, j'y connais pas grand-chose, voire pas du tout. J'ai découvert plein de trucs et ça m'intéresse beaucoup. Donc, c'est aussi tous ces aspects-là qui me font continuer à militer de façon soutenable. Tu veux que j'y aille? Comme tu veux. Moi, je crois que ce qui m'aide, ce qui est soutenable pour moi, c'est ce truc de joie militante, là, beaucoup. Effectivement, le fait qu'on arrive à cultiver de la force, de l'espoir, mais beaucoup cette idée que c'est ici et maintenant, quoi. Parce que, bon, ça c'est un peu pessimiste, mais c'est moi. Je suis pas sûre qu'on verra de notre vivant le monde qu'on veut voir advenir. Et en plus, je suis pas sûre qu'on ait une idée très claire de ce qu'on veut. Enfin, vraiment, si on faisait un truc méta, c'est hyper compliqué à définir. Mais moi, ce que ça me permet là, qu'on puisse travailler ces enjeux-là, qu'on prenne en compte la question de la soutenabilité d'une manière politique pour les individus, ça me permet de vivre dans l'ici et maintenant, en fait, ce que j'ai envie de vivre, quoi. Enfin, le monde que j'ai envie de voir. Et en fait, il y a ce truc de, c'est pas dans le futur, c'est réel, déjà maintenant. J'ai un peu l'impression de, en fait, je l'aurais vécu, quoi. C'est pas un truc que j'aurais espéré, c'est pas que un truc que j'aurais espéré, c'est un truc que j'aurais vécu. Et ça, je sais pas, moi j'ai un peu, bon, ça fait un peu dramatique de le dire comme ça, mais il y a un peu un truc de, oh, je peux mourir tranquille, quoi, je l'aurais vécu, moi je trouve ça trop beau, enfin, il y a un truc, ouais, de force incroyable, quoi. C'est beau. C'est beau et c'est triste. C'est vous qui êtes beau et belle, là, enfin, franchement, c'est vous aussi. Ouais, mais en vrai, moi, du coup, c'est un peu particulier parce que du coup, je suis salariée d'Alternative à Paris, donc c'est un peu genre à la fois mon travail et à la fois mon activité militante parce que les deux sont intrinsèquement liés. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu, en termes je me sens un peu obligée vis-à-vis du collectif, ce qui est tout à fait normal. Mais le fait justement de pouvoir, alors déjà d'avoir le privilège quand même de pouvoir faire de mon travail, de faire de mon militantisme, mon travail, mon revenu, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et ce que je trouve, ce qui me permet quand même d'avoir de l'espoir dans ce collectif, c'est justement l'évolution que j'ai pu y constater. Même pas, je dis pas qu'on partait d'une situation qui était catastrophique, c'est pas du tout ce que je dis, mais dans la manière dont on a évolué collectivement pour justement intégrer ces principes-là, pour vraiment qu'est-ce que tu dis toujours, Dahlia, et c'est pour ça que je rigolais tout à l'heure quand tu disais ça, qu'est-ce qu'on veut vivre? On se pose vraiment souvent la question, et le fait est qu'on essaie d'adapter notre cadre, d'adapter notre mode de fonctionnement et d'adapter ce qu'on vit à ce qu'on veut vivre. Et ça, justement, on cherchait un peu l'adéquation entre nos idéaux et ce qu'on fait concrètement. Je trouve ça assez incroyable et ça permet même dans des moments un peu de rush, un peu de pression, de se dire, mais en fait, même si maintenant c'est un peu difficile, on va apprendre de cette situation et on va comprendre peut-être, probablement, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi cette situation est difficile, pourquoi on s'est surchargé sur des trucs alors qu'on aurait pu, qu'on n'aurait pas dû. Et en fait, on grandit, on évolue collectivement. Et je pense que ça me permet déjà de me dire, en fait, ça, quand je vis un moment difficile et que c'est pas très soutenable, je me dis, ça, on le refera pas. Et vraiment, et le fait est que j'ai vraiment vu cette évolution où on a arrêté de faire des choses qu'on faisait et qui ont permis justement de sortir de ces moments vraiment très difficiles qui ont cramé les gens. Et évidemment, le fait d'être entouré de personnes qui sont à l'écoute, qui partagent le même socle de valeurs, dans ce contexte-là, ça permet à la fois de garder une forme d'espoir en une société idéale. C'est encore une fois hyper bisounours, mais c'est vrai, parce que c'est ce qu'on vit quelque part. On a failli s'appeler Paul Bisounours. Hein. Paul Bisounours, oh là là. ça aurait pu. Il y a des trucs de ce genre-là, quand même, dans le brainstorm. Et voilà, en tout cas, c'est un plaisir de militer dans ce collectif avec le BEM. Ah là 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 là. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête là. Mais c'était cool. Je suis contente. Vous voulez qu'on fasse un tour de sortie? On fait comme on fait d'habitude. Comment on se sent à la sortie de ce moment? On peut faire ça, c'est vraiment... Ouais. Je peux me relancer si vous voulez. Moi, j'avoue que c'était trop cool d'échanger par rapport à ça, de savoir qu'il y a peut-être une portée de tout ça et de voir comment ça a pu évoluer, de continuer d'échanger, de faire mûrir les idées par rapport à ça. Je suis assez contente de la discussion et ravie de cette soirée.
Ouais, moi je suis hyper contente du format qu'on a choisi, en tout cas parce que c'était un plaisir d'être là. Envie d'aller peut-être boire un verre juste après. Et voilà, contente d'avoir fait ça avec vous, les amis. Je suis arrivée avec une jauge d'énergie très basse et là je me sens reboostée. Je suis aussi touchée par l'invitation du BEM à participer à cette discussion. Allez, paillettes. Bonsoir. Bonsoir.